feel like screaming, I definitely think that you should. Nobody wants to help! Bonjour à tous et toutes, et en particulier à tous ceux qui n'ont pas apprécié mes remarques sur Climax de Gaspard Noé, qui était soi-disant un réalisateur qui arrivait brillamment à remettre en question nos conventions de la société et notre morale, etc., etc. C'est un peu... The House That Jack Built, c'est un peu comme si Lars von Trier avait vu tous vos commentaires sur Climax et avait fait « Hold my beer ». Je vais vous montrer, moi, ce que c'est que de remettre en question la morale, l'éthique, de vous donner envie de voir réussir un anti-héros total. À mon sens, The House That Jack Built fonctionne un peu en diptyque avec Nymphomaniac, qui était lui-même un diptyque de 4h30. Les films post-Mélancolia de Lars von Trier semblent une réaction absolue au scandale qu'il avait vécu à Cannes, quand il avait osé dire qu'il comprenait le personnage de Hitler, et que du coup on avait estimé que ça en faisait un nazi et qu'on l'a viré. Le truc c'est que comprendre le personnage de Hitler, comme comprendre la mise en scène de Gaspard Noé par exemple, ne veut pas dire l'apprécier. Il y a ces deux choses très différentes, et ça a poussé Lars von Trier à se poser constamment la question des conventions et des normes et de ce qui est acceptable en fait pour la société. Il avait décidé de les challenger par un portrait de personnage à travers le personnage de Joe de Nymphomaniac, pour challenger les règles de la morale sexuelle, du coup. Et ce film, donc The House That Jack Built, est un petit peu la version masculine de Nymphomaniac, se concentrant cette fois-ci sur un homme qui est un tueur en série psychopathe, et qui remet donc en question nos valeurs morales et éthiques en ce qui concerne la mort, et les personnes qui distribuent la mort, puisque tout l'enjeu de The House That Jack Built, c'est de nous faire suivre un personnage qui est mauvais, et de nous donner envie de le voir réussir d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est du vrai challenge de la société, des questions qu'on peut se poser, de la morale, des règles, des limites, des éthiques, etc., etc. Contrairement à l'esbrouf qu'avait fait Gaspard Noé avec Climax. Je suis navré, je suis obligé de commencer par ça, parce que je savais que j'allais recevoir des messages comme ça sur Climax, avec des gens qui disent « Mais c'est génial, ça te confronte aux lois de la société, et à ce qu'est la société, etc. » Non. C'est nul, c'est vide. Ce que fait Lars von Trier, ça te confronte aux normes, à la société, à l'éthique, la morale et tout ce qui s'ensuit. Le principe donc de The House That Jack Built est que Jack est un personnage sociopathe qui a qui développe très peu de liens avec ses semblables, mais qui pendant toute sa vie a vécu à peu près normalement, bien que dans son enfance il maltraite des animaux, et à la quarantaine il se retrouve quasi forcé par le destin et par le personnage qu'il rencontre, joué par Uma Thurman, une autostoppeuse qui récupère sur le bord de la route, de devenir un serial killer, parce que cette nana s'impose pour venir dans sa bagnole, et pendant qu'elle est dans sa bagnole, lui sort des trucs assez dégueulasses, notamment sur son apparence et le fait qu'il ait un look de serial killer, et elle va passer son temps à lui donner des conseils ou à lui dire comment ça pourrait se passer pour qu'il la bute. Donc évidemment, elle est genre en train de le tenter pendant toute la scène, et quand elle se prend enfin un coup de cric dans la gueule, bah t'es un peu du côté de Jack, plus que de son côté à elle. Ça va être sa première victime, et ça va lancer le délire de Jack, qui va rechercher l'art à travers la mort. Un peu de la même façon que le personnage de Joe essayait d'élever le sexe au rang d'art à travers Nymphomaniac, en faisant, notamment avec toutes les allusions que faisait Seligman. Et là, cette fois-ci, c'est ce personnage-là qui lui-même est à la fois Joe et Seligman réunis en un seul, et qui va donc revenir sur la question de l'art, et à travers l'art de l'humanité, de l'âme, etc., autour, donc, de la mort et des meurtres qu'il est en train de réaliser au fur et à mesure du film. Et vraiment, ces discussions sur l'art ressemblent énormément à ce qui a été fait dans Nymphomaniac. Ça va vraiment être un mélange d'une question générale avec une anecdote très particulière qui va prendre un sens tout particulier. Il est aussi architecte et il essaye de se construire une maison sur un terrain qu'il a acheté avec des plans qu'il a créé lui-même. Il est ingénieur, je crois, plutôt qu'architecte. Donc il est pas parfaitement architecte, et il essaye de développer le truc et de comprendre les règles de l'architecture alors qu'il est ingénieur à la base. Et donc son esprit fonctionne sur la lecture technique de choses et le côté artistique. Tout ça donc faisant une réflexion sur la morale, la mort, l'éthique, etc., etc., et l'art. Et alors le point tout particulier de ce personnage, c'est que, pour une raison étrange, il semble divinement protégé et poussé à aller dans ce domaine-là. Presque pour devenir le psychopathe ultime, en fait. Et il y a toujours quelque chose qui se produit pour qu'il ne soit jamais chopé et qu'il puisse continuer à avancer.
Ce qui est quelque chose qui, en principe, devrait pas nous plaire en tant que spectateur, sauf qu'on finit par être content en fait que ça lui arrive, parce que Lars von Trier arrive arrive à trouver les moyens de développer de l'empathie pour un personnage qui, à la base, n'est pas empathique. Le fait que, bon, déjà qu'il soit poussé, par exemple, à son premier crime, mais le fait qu'il soit, dans son deuxième ou troisième crime, particulièrement mauvais. Et en fait, le truc, c'est que tu le vois arriver dans cette scène, donc tu te dis, oh mon Dieu, il va tuer quelqu'un d'autre, et tu le vois être tellement mauvais, c'est-à-dire que le mec a même pas préparé un discours pour essayer d'entourlouper la personne avec qui il est en train de parler. Donc tu le vois en fait en train de galérer comme une merde pour essayer de gagner la confiance de la personne qu'il a envie de tuer et de pouvoir rentrer à l'intérieur. Et en fait, il galère tellement que tu finis par avoir de la peine pour lui, quoi. Et tu finis par dire, mais putain, mais mec, c'est pas possible, enfin, trouve quelque chose à dire, enfin, réussis un peu mieux. Et il y a un retournement qui est que le personnage à qui il parle, malgré tout, finit par lui faire confiance. Et du coup, il y a quelque part un côté où tu te dis, mais en fait, ces gens méritent un petit peu ce qui leur arrive sur la gueule. Mais donc du coup, le fait de le voir échouer un peu lamentablement et se ramasser comme une merde, nous donne envie de voir cet anti-héros se relever et avancer. Parce que personne n'a envie de suivre un personnage qui est mauvais et qui n'y arrive pas. Et voir un personnage qui réussit, pour le coup, ça nous motive beaucoup plus et ça nous permet de le suivre, peu importe presque ce qu'il a réussi. Il y a une deuxième chose, c'est qu'on va beaucoup partager ses frustrations. Il va rencontrer des personnages qui sont pas toujours très agréables, où il va lui arriver des événements qui vont le frustrer, et c'est toujours assez compréhensible. Le personnage de Uma Thurman, par exemple, je sais pas qui, au bout de 10 minutes de ce genre de conversation, lui aurait pas foutu un coup de cric dans la gueule, quoi. Vraiment, tu commences à te poser la question au bout d'un moment, de dire, elle est insupportable. Insupportable. Et quand il lui arrive des petits défauts, des petits trucs, t'arrives à les comprendre. Genre, il a un trouble obsessionnel compulsif, il a des TOC. Et par exemple, il se sent obligé de nettoyer. Alors c'est évidemment génial, quand t'es un tueur en série, tu peux nettoyer toutes les traces. Ouais, sauf que quand t'as besoin de quitter les lieux, au bout d'un moment, bah, c'est comme quand tu viens vérifier 3 fois de suite si t'avais fermé la porte à double tour. Tu reviens vérifier 3 fois de suite s'il n'y a pas une goutte de sang qui est partie pile poil dans le seul endroit où tu imaginais pas qu'il puisse y en avoir une, etc., etc. Donc du coup, on a des scènes comme ça où à chaque fois le personnage va dans sa voiture, il pense à un truc et Lars von Trier l'illustre ce qui est dans sa tête en voyant, par exemple, en soulevant un tableau, en mettant 3 taches de sang derrière. Et des fois, tu vois vraiment le truc, tu fais, mais il y a aucune chance que ça ait pu arriver ici, c'est totalement improbable. Et pourtant, à chaque fois, il retourne dans le truc, il vérifie, et à chaque fois, donc il doit vérifier s'il y a bien une trace de sang ou pas, ou si c'est juste sa paranoïa. Et du coup, tu le prends en pitié aussi à cause de ça, quoi. Parce que tu dis, mais mon pauvre vieux, enfin, t'as choisi le mauvais métier, quoi. c'est pas ce qu'il fallait faire. Surtout, c'est pas un métier, mais bon. Donc du coup voilà, on comprend aussi ses frustrations assez régulièrement et ça nous permet du coup de rentrer dans sa tête et d'avoir envie de le voir réussir et de changer donc notre morale au fur et à mesure du film. Et on finit à la fin par voir un mec qui est un tueur en série totalement déclaré et pourtant on a envie de le voir réussir, hein, presque. Et un des trucs essentiels également, c'est qu'on comprend toujours ses objectifs, que ce soit des objectifs concrets, ce qu'il veut atteindre, ou que ce soit ses objectifs idéaux, moraux. Il passe beaucoup de temps à les expliquer et le fait qu'il les explique nous fait comprendre aussi pourquoi est-ce qu'il est à leur recherche et pourquoi est-ce qu'il continue à les faire. Ce qui est aussi intéressant. Et bien entendu, le personnage est une extension de la voix de Lars von Trier. Le personnage de Jack va avoir comme locuteur pendant une bonne partie du film un certain Verge. Jack, qui donc est la voix de Lars von Trier, dit à un moment dans le film « Vous tuez l'art en imposant une morale sur le réel ». Ce qui est vachement intéressant comme remarque. Surtout quand juste après t'as Verge qui lui répond. Alors Verge depuis le début lui parle d'amour, il est persuadé que Jack fait ça pour se faire admirer, pour recevoir de l'amour, pour lui tout est lié à l'amour en fait, quoi que tu fasses dans ta vie. Et il lui répond, sans amour, il n'y a pas d'art. Et c'est intéressant que ces deux phrases soient toutes les deux écrites par Lars von Trier. Ça montre du coup une dualité dans son esprit qui est à la fois de chercher les limites, mais en même temps de questionner lui-même même la recherche des limites en fait. Et est-ce que justement il y a un point qui pourrait être essentiel pour donner de l'intérêt aux choses. Et effectivement, je pense qu'il y a une question d'amour et d'affection dans l'art, et que si tu n'as envie que d'exprimer ce qui est horrible, au final tu fais pas vraiment quelque chose d'artistique à mon sens, comme au sens de Verge, sans amour il n'y a pas d'art. Donc c'est pour ça que pour moi un film comme ce que fait Gaspar Noé avec Climax, je suis désolé, j'y reviens encore une fois, mais vraiment les deux films sont parfaits à opposer les uns aux autres. C'est filmé de façon extrêmement artistique, esthétique et très belle, mais le contenu du film est idiot, parce que c'est le truc le plus basique du monde, quoi. Si vous prenez un groupe de personnes et que vous les shootez tous au LSD sans qu'ils le sachent, bizarrement, ils vont devenir complètement tarés et ils vont se déchirer les uns les autres. Oh bah tiens, ça alors, je suis surpris. Il n'y a pas de commentaire, et la façon qu'il a de traiter ses personnages montre qu'il n'y a pas de réel amour non plus pour ses personnages. Il est fasciné par le fait de les voir décrépir et partir en bordel,
Là où Lars von Trier a un véritable amour de ses personnages, qui va essayer de choyer en fait pendant tout le film, et ça se sent véritablement quoi. Et du coup cette question de l'amour est aussi une question de la morale au final quoi. C'est que est-ce que on peut montrer des choses amorales, et est-ce que si on montre des choses amorales, il faudrait pas forcément avoir un aspect moral quelque part pour que ça devienne de l'art et qu'il y ait vraiment un propos en vérité. Je n'ai pas la réponse, mais c'est intéressant cette piste de réflexion qui est lancée par Lars von Trier avec ces deux personnages. Et Verge va lui faire le commentaire justement à un moment de dire mais c'est marrant quand même, vous ne seriez pas un peu misogyne parce que toutes les femmes dont vous me parlez là, elles sont particulièrement stupides et c'est intéressant d'avoir ce truc là d'avoir le mec qui estime que si on lui dit que les personnages ont été stupides, c'est forcément qu'on déforme la réalité en fait, qu'on déforme forcément ce qui s'est vraiment passé. Et c'est marrant de voir à quel point Verge essaye d'aller du côté très moral quoi. De toute façon, faut pas présenter des personnages qui sont idiots parce que dire que des personnages sont idiots, c'est méchant et méprisant. Sachant que Lars von Trier a fait un film qui s'appelait Les Idiots, littéralement, on comprend que ce soit pas trop sa façon de penser à lui et que du coup il a envie de la challenger et de la remettre en question avec du coup les scènes qu'on voit dans ce film-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir justement comment est-ce que Lars von Trier va finir cette histoire. Sans vous révéler comment il finit cette histoire, mais toute la question est de savoir, est-ce qu'il y a un retour de la morale ou pas ? Est-ce qu'on nie la morale ? Est-ce qu'on a une autre solution totalement différente ? Et du coup, le commentaire global de Lars von Trier sur la totalité de son œuvre et sur son film et sur son personnage et sur ce que lui-même a pu développer dans le film est un petit peu remis en question par lui-même, quoi. Une vraie expérience, une vraie proposition de personnage, une vraie proposition de cinéma, une vraie proposition de morale étrange et qu'on n'a pas vu dans d'autres films, mais qui n'est pas persuadé d'inventer l'eau tiède et d'être le truc le plus essentiel et le plus utile et qu'il y a que ça qui peut compter dans le film et que tout le reste peut passer à côté, quoi. C'est vraiment un mec qui sait extrêmement bien remettre en question les choses, Lars von Trier, et je trouve qu'encore une fois avec ce film-là, il l'a extrêmement bien fait. Avec le scénario bien entendu, c'est ce dont je vous ai parlé, mais également et bien sûr avec la mise en scène, qui est extrêmement bonne. Un travail très présent de la caméra épaule, mais qui est très présent dans la totalité du cinéma de Lars von Trier. C'est très souvent qu'il a des plans qui bougent énormément avec ce genre de caméra. Évidemment, un travail également du zoom avec cette caméra épaule. Le but c'est d'avoir un rendu documentaire, donc il va aussi travailler le fait de faire des zooms sur ses personnages avec ce genre de caméra et ce genre de plan. Mélangé également avec des plans, beaucoup plus artistiques, fixes, travailler, composer pour offrir quelque chose d'intéressant. Et puis on va bien entendu retrouver la technique qu'il avait développée depuis Melancholia et depuis Antéchrist. C'est du coup ce travail du sur-ralenti. Il utilise, je sais plus quelle caméra, je crois que c'est une Fantôme, un truc dans ce genre là, la caméra qui va le plus au ralenti au monde, et ça devient tellement ralenti que t'as l'impression que ce sont des tableaux et non plus des plans en vérité. Il veut pas mal travailler les rythmes également, ce qui est un peu moins habituel dans ses œuvres, qui sont généralement beaucoup plus posées et beaucoup plus sur la durée et qui vont beaucoup faire de choses qui traînent. Là pour le coup, comme c'est un tueur en série qui doit quand même faire les choses assez vite en principe, il va à certains moments faire des passages qui seront en accéléré et il va beaucoup mélanger ça avec une musique qui est très rythmée en fait. Je sais pas ce que c'est exactement, ça fait un peu ska, funk, je sais pas trop exactement ce que c'est. Le film se déroule dans les années 70 donc ça doit coller. Il y a donc ce travail de l'image et de la vitesse de l'image et du rythme en général de l'image qui est un peu plus présent que dans le film d'avant. Il y a évidemment, c'est Lars von Trier, des passages très très longs avec des plans séquences ou des chants contre chants, enfin des scènes qui durent très longtemps. Mais il y aura aussi un travail de rythme global avec cette musique et avec certaines scènes. Il va travailler la présence de textes et de panneaux de texte dans le film qui vont séparer les différentes sections de l'histoire de façon beaucoup plus claire et compréhensible que dans Climax, même s'il y avait aussi une structure dans Climax. Ça me paraît plus mature et utilisé de façon plus intéressante ici. Et le truc, c'est que ces panneaux de texte sont écrits à la craie, et il va y avoir un travail comme ça de l'animation, de la craie en général, qui est assez intéressant, parce que la craie disparaît assez rapidement, mais la craie fait aussi des effets particuliers. Il y a toute une séquence d'animation à la craie. Le truc, c'est que quelqu'un dessine un environnement avec un personnage à la craie sur un tableau, et ensuite, tu effaces le personnage, et tu le dessines sur la frame suivante, quoi, avec la jambe qui se déplie petit à petit, ou le bras qui se lève petit à petit, un truc dans ce genre-là. Mais du coup, sur un écran qui est à la craie, tu vois toujours la trace de ce que tu as effacé avant, qui laisse du coup des marques dans l'ensemble de craie du tableau, et donc tu vois la marque du personnage qui est en train d'avancer, et il y a comme tout ce passage-là est sur la question de
comment les meurtres que réalise Jack le marquent, justement, et comment est-ce qu'il les vit. Et le fait qu'il y ait quelque chose comme ça qui soit marqué de façon permanente dans l'animation, qui est toujours la rémanence du mouvement, le fantôme du mouvement qui existait avant, fait ressortir aussi l'idée de comment est-ce que les meurtres sont en train de l'atteindre lui, que ça commence à faire partie de lui, à rentrer en lui, et qu'au final, chacun de ses mouvements, maintenant, est un peu lié à ça, en fait. Intéressant, du coup, d'aller chercher une technique d'animation comme ça, si rare et pas vraiment observée, pour évoquer à quel point le sentiment concerne le personnage et à quel point ça le marque. Ce qui est intéressant également, c'est, et là encore ça rejoint un peu Climax, c'est marrant, hein, c'est vraiment deux films qui sont assez proches. Climax avait décidé de mettre ses panneaux de production partout. The House That Jack Built ne met aucun panneau de production. Le film démarre comme un Marvel presque. C'est directement, il y a aucun panneau de production, les lumières s'éteignent et le film démarre tout de suite. Ce qui est une drôle de façon de faire, et en même temps, comme le film commence par la fin, d'une certaine façon, c'est aussi quelque chose qui a du sens pour ce coup. Ce qui me dérange avec les Marvel qui retirent les scènes au début du générique, c'est que les scènes qui sont au début du générique ne gagnent rien à être avant le générique. Avant les productions, pardon. Pas le générique, les productions, les logos de production. Si tu les remettais après le logo de production, ça serait exactement la même chose. T'aurais juste à mettre, je sais pas, le générique du film lui-même ou le titre du film, et ça aurait exactement le même effet. Alors que là, le fait de démarrer avant les logos de production, quand tu démarres par la fin du film, ça a un peu du sens, quoi. Tu sens qu'il y a une construction qui est un peu plus cyclique et tu sens qu'il y a un truc qui va être global. Là où on voit une grosse différence de maturité, par exemple, c'est la scène avec le gamin, pour nous montrer, donc, quand il était petit, il torturait les animaux. Un idiot, ou Gaspard Noé, nous aurait montré un gamin récupérer le poussin depuis de la rivière et lui couper la tête, tout bêtement. Et du coup, regardez, il a tué un animal, c'est un psychopathe, etc. Lui, c'est beaucoup plus subtil que ça, en fait. Il n'y a pas la shock value absurde de simplement couper la tête du poussin et de voir le mec avoir tué un poussin. Non, ça va plus loin, c'est du vice. Tu vois le gamin qui coupe la patte du poussin, pour ensuite le voir incapable de nager et être en train de tourner en rond à cause de sa seule et unique patte qui est en train de nager, et de le voir en train de souffrir. Et là, tu fais ressentir le côté psychopathe de l'enfant qui torture les animaux. Ça, c'est la vraie torture d'animal par un enfant qui risque de mal tourner à un moment ou à un autre, s'il n'est pas géré très tôt. D'autres auraient fait ça de façon beaucoup plus vulgaire. Et ça aurait eu beaucoup moins d'intérêt, ça aurait été beaucoup moins pertinent, et ça aurait eu beaucoup moins de sens. Ça aurait été de la shock value. Bref, tu termines un parcours ultra intéressant dans lequel tu as remis en question les 3/4 de ta vision du monde. Et tu ressors de ce film-là et tu dois te dire, bon, d'accord, faut que je fasse le bilan de tout ça et que je retraite tout ça. Et voilà, ça, c'est un vrai film qui, à travers un scénario un petit peu choc, arrive à vraiment te pousser à remettre en question certaines choses et à te faire réfléchir sur certaines questions philosophiques et intéressantes et humaines. Je suis encore une fois totalement satisfait par ce qu'a sorti Lars von Trier. C'est vraiment un mec que j'adore. Et justement, j'aime beaucoup sa façon à lui, justement, de poser des questions et de challenger les conventions, les clichés, la morale et tout le reste. Et voilà, je suis à nouveau satisfait avec ce film-là. Peut-être un tout petit peu long. Je vous avoue qu'il fait un peu plus de 2 heures, je crois, et ça aurait gagné à supprimer une ou deux scènes quand même. Je vous avoue que je saurais pas vous dire laquelle, parce qu'elles sont quand même toutes assez importantes. Il aurait peut-être fallu trouver un moyen de rendre ça un tout petit peu plus court. Peut-être de réunir 2 meurtres en un, ou un truc dans ce genre-là. Mais en ce qui me concerne, voilà, je trouve que le film marche extrêmement bien, je le reverrai avec plaisir, et je trouve que c'est extrêmement pertinent. Donc je vous encourage à voir The House That Jack Built. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!